Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'acteur Richard Allan. Bonjour Richard. Bonjour. Acteur de cinéma, Casanova du cinéma, avec une carrière au cinéma X pendant de très longues années, une notoriété qui a dépassé nos frontières nationales, Richard. Quand on est acteur de cinéma, comment on devient acteur dans ce créneau particulier qu'est le X? Est-ce qu'on le choisit, on le choisit pas? C'est par hasard? Comment ça se passe? Alors j'ai coutume de dire que dans la vie, elle n'est faite que de rencontres. Donc voilà, c'est à l'occasion d'une rencontre que je suis tombé dans ce milieu très spécial. Parce que bon, j'étais un animateur friand de soirées, disons érotiques et un peu plus, hein, pour les initiés. Et au cours de cette soirée, j'ai fait la rencontre d'une célèbre prêtresse de l'amour et qui m'a vu à l'œuvre. Et moi, à l'époque, bon, j'étais à la recherche de travail parce que j'avais monté une entreprise avec un associé parisien sur la région de Marseille, qui a pas vraiment fonctionné comme on voulait, et j'ai revendu mes parts et je suis revenu à Paris. Et donc j'étais à la recherche de boulot. Donc il y avait le plaisir qui était partagé. Donc cette femme me dit « Ah, dis donc, tu as une drôle de santé, toi. Moi j'ai un copain qui fait des romans photos et érotiques et un peu plus. Est-ce que ça pourrait te brancher ?» Moi, écoute, je connaissais la formule parce que j'avais travaillé auparavant dans la douane, enfin chez un importateur, et donc de temps en temps, les chauffeurs m'amenaient une de revues danoises ou suédoises à l'époque. Donc je connaissais un petit peu le système. Alors je lui dis pourquoi pas, mais il faut que j'en parle à ma femme quand même. Bon, comme ma femme était un peu participante aussi à nos soirées, je lui parle de cette rencontre et je contacte la personne en question. Alors premier rendez-vous avec ce monsieur, un photographe, un assistant et bien un couple, et moi et ma femme. Bon, je tombe sur une fille très mignonne, petit sein, les yeux bleus, enfin tout ce que j'aime, quoi. Moi, je me dis, roudoudou, je vais me régaler. Et là, patatrac, la virgule dans Les Misérables. Alors, ça fait rire, mais le fait est que je ne l'ai pas bandé et je me suis remis en question. Je me suis dit, mais je comprends pas. Je fais des soirées... c'est très animé. Bon, j'ai des facilités d'érection assez faciles. Et là, rien ne se passe. Donc, j'ai été doublé, évidemment. Alors, confus, le taulier me dit, écoute, pas de problème. De toute façon, tu sais, la première fois, c'est toujours comme ça. Et voilà. Donc, j'ai été rappelé une seconde fois. Et la seconde fois, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je sépare la tête et les jambes, comme dans l'émission de Père Bellemare à l'époque. Et que je fasse un travail sur moi-même. Et à partir de ce moment-là, ça a fonctionné. Alors j'ai fait pas mal de romans photos avec et sans ma femme. Bon, c'était d'un accord commun, bien entendu. Et puis un beau jour, j'ai fait la rencontre d'un autre copain qui faisait comme moi, qui m'a dit je connais un metteur en scène, il cherche des acteurs pour un film. Donc ça a été ma rencontre avec Alain Payet, qui travaillait avec Lucien Hustex, qui était très très connu dans le milieu à l'époque. Et j'ai fait mon premier film avec Alain Payet qui s'appelait La Sucette Magique. Tout un programme. Alors, c'est intéressant parce que vous avez été dans les premiers grands films pornographiques, la première pornographie contemporaine, même si la pornographie existe depuis la nuit des temps. Peut-être même que l'homme des cavernes devait faire des dessins pornographiques. Au Moyen-Âge, il y a eu de la pornographie aussi, il y a eu des livres pornographiques, du dessin pornographique, mais est-ce qu'il y a eu un cap avec le cinéma en couleur pornographique? Et vous êtes à l'origine, finalement, vous étiez déjà dans le premier train, là. Effectivement, bon, j'étais dans le premier train. Pardon. J'étais dans le premier train, mais j'étais déjà dans le cinéma dit traditionnel, 35 mm. Bien que des films aient été tournés en 16, mais dans le 35 mm, on était déjà en Technicolor. Par conséquent, on était dans une période qui était une période, je dirais, d'essai, en quelque sorte, parce que
hormis les premiers films qu'on a pu tourner, il y avait beaucoup de films d'importation qui sont arrivés de Suède et du Danemark, qui étaient déjà des films érotiques, mais sur lesquels on a fait des inserts pornographiques. Donc il y avait à la fois des films constitués uniquement pour l'histoire dans sa totalité pornographique, et ce qu'on appelait des inserts, qui étaient montés après en post-production dans des films érotiques plus ou moins élaborés. Et bon, ça c'était un peu la poule aux œufs d'or, quoi. Voilà. Alors, il y a eu toute une période de 74. Moi, j'ai commencé en 74. Avec Brigitte Lahaie. Alors non, j'ai pas commencé avec Brigitte Lahaie. J'ai commencé bien plus tôt. J'ai commencé avec donc Alain Payet, et tout de suite j'ai enchaîné avec un autre film qui s'appelait Les Jouisseuses, dans lequel moi j'ai fait des doublures dans ce film, et ce film-là a eu un succès extraordinaire, 30 millions de recettes. Pour l'époque, c'était beaucoup. En 74, c'était beaucoup. Et qui a été plus ou moins réinvesti par le producteur à ce moment-là. Non, Brigitte Lahaie est venue un peu plus tard. Moi, j'étais déjà baptisé de star dans le système parce que j'avais beaucoup tourné. J'étais très connu. Et puis, j'avais entre parenthèses, le sérieux de l'homme qui était toujours en capacité d'être en érection assez facilement, quoi. On vous surnommait dans la profession et dans la presse queue de béton. Oui, ben alors ça, queue de béton, ça, c'est encore une histoire journalistique. Ça. C'est un journaliste qui était présent lors d'un tournage. On avait une semaine de tournage, et sur ce tournage, il y avait 6 films. Alors on a été dans le même décor. On avait 6 dialogues, 6 costumes et 6 scènes différentes avec des protagonistes différentes. Et évidemment, alors moi je passais d'une scène à l'autre, comme d'autres bien entendu, mais j'étais le protagoniste principal. Et le journaliste me dit au bout de la journée, il dit « C'est pas possible, tu as été en une queue en béton toi pour arriver à bander comme ça à longueur de journée. » Alors voilà, c'est resté. Et c'est lui qui a fait un article, queue de béton, et d'ailleurs ça a donné le titre d'un des 6 films, parce que ça a aussi donné l'idée au metteur en scène de dire ah bah après tout, tiens, il y a un film qu'on va appeler Queue de béton, qui a très bien marché, qui est une merde totale. Quel a été le rôle de Canal+, finalement, avec le développement du film pornographique vers le grand public? Le cinéma porno a longtemps eu une réputation de honte. On disait, c'est le travailleur immigré seul qui va le soir dans la salle, c'est le gars qui est mal dans sa vie de couple. Voilà, il y avait une atmosphère un peu cachée. On a l'impression que Canal a déridé les conversations et l'image du porno. Alors, en ce qui concerne Canal, c'est venu quand même beaucoup plus tard. Hein. Canal, l'événement, c'est en 85. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avènement du cinéma pornographique a été très interrogateur. Et il y avait donc des séances qui étaient organisées dans des cinémas. Et notamment dans certains villages. Et c'était ce qu'on appelait la séance de minuit. Par conséquent, les protagonistes venaient se présenter tout en surveillant si le voisin qui était épicier, moi je suis boulanger, si on ne va pas se rencontrer. Et parfois ils se rencontraient. Alors parfois ils se rencontraient, évidemment. Donc il y avait le clin d'œil qui pouvait se passer, parce que bon, après tout, on aime les mêmes choses, pourquoi pas. C'est pas inintéressant. Et donc il y a eu ce phénomène qui a été la découverte du cinéma pornographique un petit peu dans le public, disons, lambda. Canal+, en 85, a commencé à diffuser des films. Alors là-dessus, c'était pas inintéressant, parce que nous, acteurs, on avait une rétribution. Alors sur certaines chaînes, comme la 6 par exemple, qui a diffusé pas mal de mes films, et le fait d'être diffusé sur Canal+, eh bien, on avait une rétribution en tant qu'acteur, alors plus ou moins en fonction du rôle, bien entendu, si c'était un rôle principal ou si c'était un second rôle. Et ça a permis surtout, je pense, alors d'une part, de donner un bon départ à Canal+, parce qu'ils étaient en difficulté à ce moment-là. Il y a beaucoup d'abonnés qui se sont, bien entendu, inscrits.
Et les gens qui n'étaient pas abonnés à Canal+, moi, on m'en parlait, utilisaient une fourchette parce que c'était encrypté. Alors avec la fourchette, ils arrivaient quand même à voir. Mais bon. Alors après, bon, il y a eu tout ce qui était la face cachée, mais auparavant, il y avait quand même la cassette vidéo aussi qui a été l'instructeur un petit peu des jeunes curieux. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'anciens de 50, 60 ans qui me disaient « Ah, vous avez été le précurseur de ma sexualité, merci, j'ai beaucoup appris. » Mais alors, en cachette, je prenais la cassette de mon père et je visionnais. Alors tout ça, il y a eu la cassette vidéo, il y a eu le cinéma traditionnel, et puis la cassette vidéo et Canal+. Et là, déjà en 85, on était dans une culture très censurée, puisque en 75, on a eu la censure qui nous est tombée dessus, qui a taxé les films pornographiques de 30% de taxes spéciales. Sur les importations de films étrangers, il y a eu toute une magouille de remontage de films, etc., pour les franciser. Enfin bon, il y a eu des procès à ce sujet-là. Et la poule aux œufs d'or a commencé à décliner dans les années 77-78, quoi. Voilà, les budgets étaient beaucoup moins intéressants. Vous avez cité Canal+, et puis M6. M6 n'a pas diffusé de films pornographiques, mais des films érotiques, parfois assez poussés, mais jamais pornographiques. Quelle est la frontière? Quel est Est-ce que le degré finalement d'excitation que peut avoir une personne vient aussi du mystère, d'où le succès des films érotiques poussés qui ne vont pas jusqu'à la pornographie? Qu'en pensez-vous? J'ai coutume de dire que la frontière entre l'érotisme et la pornographie, d'aller au cinéma, c'est de baisser l'écran pour voir la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'érotisme, si on prend le cas d'Emmanuel, qui a été un succès phénoménal et mondial, surtout à Paris, pendant 10 ans dans une salle, avait cette touche un peu comme dans la lecture, d'avoir son imaginaire qui fonctionne et qui se met à la place un petit peu des protagonistes. La pornographie, elle est pas belle en soi, dans le sens où on montre directement, tout de suite, le but qu'on veut atteindre. Maintenant, c'est vrai que sur la 6, j'ai été diffusé sur un film qui s'appelait Clarisse pendant 10 ans, mais il y avait une version soft. Souvent, dans les budgets qu'on avait, qui étaient assez conséquents à l'époque, on avait une version hard et une version soft. Alors justement, la version soft permettait d'être diffusée sur des chaînes comme la 6. Par contre, sur Canal+, on était carrément dans le hard. Voilà. Vous êtes retiré d'être devant de votre rôle d'acteur progressivement avec l'apparition du sida. C'est par prudence. C'est ce que j'ai vu. Moi, j'avais plusieurs activités. J'ai vite compris le système quand je suis rentré là-dedans. J'avais tout un agenda d'adresses, de bonnes adresses, de décors et de gens qui aimaient le sexe que j'ai fait rentrer plus ou moins dans le système et qui me permettaient d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Ensuite, j'ai monté ma société de production, de distribution, etc. Où j'ai commencé à changer un petit peu d'avis, c'est quand la vidéo est arrivée, c'est-à-dire en 80. Pour moi, c'était plus du cinéma. On passait dans un système de diffusion différent. J'étais pas vraiment quelqu'un qui courait après l'argent. Moi, j'étais plus très ancré dans le cinéma traditionnel, 35 mm, éventuellement 16. Et par conséquent, je me suis mis à la production, j'ai acheté, j'ai revendu, etc. Et en 82, j'étais un peu saturé. Donc j'ai tourné mon dernier film en France qui s'appelait Initiation d'une femme mariée et mon dernier film en Allemagne dans un très très beau décor parce que j'ai fait beaucoup de production et de coproduction avec l'Allemagne en 82. Là, j'ai été contacté par une grosse société de presse italienne pour diriger
toutes les opérations qu'ils pouvaient faire en France, c'est-à-dire qu'ils avaient mis au point un système de tournage de romans photos, au style un peu nous deux, mais érotique, bien entendu, et même un peu plus poussé, et dans lequel je suis devenu producteur délégué. Et un matin, à mon bureau, on m'a amené un journal qui s'appelait Libération. Et là, j'ai vu une photo, ça m'a retourné, parce que je vois la photo d'un type qui était nu, avec des taches noires sur le corps. Et l'article était intitulé de la manière suivante: cet homme va mourir du syndrome de Kaposi. Alors j'ai fait une recherche, Kaposi, parce que bon, on parlait pas de sida à l'époque ou de VIH, et je me suis rendu compte que c'était le sida. Étant dans une colonie à risque, parce que non seulement, j'ai quand même tourné beaucoup de films, je faisais beaucoup de soirées, j'allais aussi un peu dans des endroits défendus avec certaines personnes qui affectionnaient, qui avaient les mêmes plaisirs que moi. Je me suis dit, je suis dans une colonie à risque, je stoppe tout, quoi. Donc j'ai stoppé les tournages. J'ai eu la chance de m'en sortir, parce que moi je dis que je suis un rescapé quand même, entre tout ce que j'ai fait, de ne jamais rien attraper. Alors que j'ai un de mes amis qui, lui, a eu une relation un jour au Cap d'Agde et qui malheureusement a attrapé le sida, mais il est là, il a guéri, et on ne sait même plus où est le virus d'ailleurs. Voilà. Donc pour moi, ça a été un peu la saturation aussi du système, l'abandon du cinéma 35 par la vidéo, et puis les risques que j'encourais. Puis après, je crois qu'il faut passer à autre chose aussi, hein. Richard Allan est mon invité sur Care News. Parlons de la pornographie, de l'image de la femme qui est souvent décriée. On nous dit souvent que des jeunes qui regardent des vidéos pornographiques, ce qui n'avait rien à voir avec ce que vous faisiez vous, je parle des vidéos qu'on trouve actuellement sur Internet, donnent une vision totalement fausse, perverse de la sexualité et violente. Alors moi, Qu'en pensez-vous ? Je pense que la pornographie d'aujourd'hui, effectivement, n'a plus rien à voir avec ce que j'ai vécu. Nous, c'était de bonne aloi. C'était des... Je précise que ce que vous faisiez, c'était un film pornographique que vous faisiez. C'était simplement la cinématographie d'un acte sexuel normal. Absolument. C'était monsieur qui avait un problème et qui était au bureau, qui appelle sa femme en disant écoute, puisque la plomberie marche pas, t'appelles un plombier, voilà. Alors il y avait une histoire qui était construite autour de ça. Donc je dirais que c'était presque des scènes quotidiennes de la vie courante. Maintenant, la pornographie d'aujourd'hui, je suis vraiment horrifié par certaines scènes que peuvent voir les enfants. Pour moi, c'est surtout la vision même que représente cette image. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans ouvre le téléphone, sans parler d'ordinateur, parce que on a accès au téléphone très tôt, et il y a le petit copain qui dit « mais tu connais pas ça et tu connais pas là, donc je vais te montrer ». La photo aujourd'hui de la pornographie, c'est l'apprentissage demain de ce qui va être, c'est-à-dire qu'il va reproduire l'image qu'il a vue. Et c'est ça l'amour aujourd'hui. C'est plus le romantisme avec les bougies, ce qu'on pouvait faire, les prémices, les baisers. Il y en a encore certainement, bien entendu. Mais on est dans une image brutale qui a complètement transformé la libido et je pense la sexualité de ces enfants. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Moi, j'ai eu des enfants qui ont subi, bien entendu, les sarcasmes de leurs petits camarades. Et ma dernière fille, qui a bientôt 30 ans, elle, qui n'était pas du tout dans le système, qui est arrivée bien plus tard sur un autre mariage, eh bien, elle a eu aussi les conséquences, parce que on a beaucoup parlé de moi dans ce que je faisais par la suite, par rapport à Queue de béton, a fait ceci, a fait cela, et ainsi de suite. Les journalistes sont toujours bien intentionnés parce que l'accroche est bonne, donc on attire le client en quelque sorte. Donc, ce qu'a subi ma fille aussi, ça a été révélateur dans le sens où
le combat que je menais, parce que souvent dans les interviews, je pouvais parler des conséquences de la pornographie d'aujourd'hui sur le comportement des enfants, m'a amené quand même à réagir et à demander une entrevue auprès du proviseur pour lui dire voilà. Vous savez ce que je suis, parce que vous savez très bien que au travers des articles, vous êtes informé de ce que est le père de cette jeune fille. Par conséquent, pour moi, il y a 2 solutions. Il y en a 3. Soit vous les convoquez et puis vous les mettez à l'ordre, soit vous me convoquez et je fais une classe et je vais aussi leur expliquer ce que c'est que la vie et quel est leur rôle aussi aujourd'hui par rapport à leur identité et à leur juvénilité. Et si c'est pas ça, soit je préviens la presse parce que j'ai suffisamment de relations, soit je préviens le rectorat et je laisserai pas ça partir. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que déjà il y a une quinzaine d'années, le problème se posait. Aujourd'hui, il est pire. Aujourd'hui, vous tapez gros seins, vous tapez n'importe quoi sur Internet, vous tombez sur la séquence. Alors, il y a la curiosité, mais je trouve ça très malsain, franchement. Alors, d'abord, il y a le fait que cela soit malsain, mais tous ceux qui regardent cela disent finalement c'est dégoûtant, on n'a aucune attirance, les femmes ne sont pas belles, les positions ne sont pas belles, il y a une dégradation, il y a une humiliation. Le mot qui revient le plus souvent parfois quand les gens regardent ça, c'est sale. Et malgré tout, ça continue de fonctionner, ça génère beaucoup de recettes. Alors que l'érotisme, tel que vous le faisiez dans vos films, par rapport à ce que l'on a maintenant, je ferai un parallèle entre la malbouffe qui tue et les bons produits locaux et raffinés qui donnent du plaisir. Alors, pour répondre à votre question, il y a beaucoup de nostalgiques de nos films anciens parce qu'il y avait une histoire. Ils se retrouvaient un petit peu au centre du film. Ils s'identifiaient quelquefois à moi ou à d'autres, bien entendu. Il y avait un réel plaisir et qui dépassait à la fois l'érotisme et puis qui nous montrait que ça allait un peu plus loin et qui pouvait provoquer une excitation. Aujourd'hui, on est en face d'images brutales. L'image est plate, alors elle est très éclairée. On peut envisager quand même, en fonction des productions, que certaines filles soient belles, des garçons aussi. Si on prend les séquences qui viennent des États-Unis, on a souvent des très jolies filles, mais qui sont confrontées à des séquences avec 2, 3, 4 protagonistes qui se font cracher dans le visage, et j'en passe et des meilleurs. De toute façon, ça commence toujours comme ça. On passe devant, on passe derrière et on finit sur le visage. Bon, c'est une répétition assez courante, mais on est vraiment dans l'image qui est l'humiliation de la femme par des frappes, des gifles, des comportements orduriers, de paroles, etc. Mais je parle même pas de scènes qui peuvent aller beaucoup plus loin, mais qui sont très spécialisées. Mais ça, c'est l'image vraiment que je hais. Alors, il m'arrive effectivement d'aller voir de temps en temps sur certains sites ce qui se fait, parce que j'ai encore beaucoup de gens qui sont dans le milieu. Mais je pense que c'est plus du tout motivant pour voilà. Moi j'ai dit que on est devenu dans l'ère masturbatoire. Voilà. C'est bien pour être devant, se masturber, se faire plaisir. Mais au niveau excitation pure, avec par exemple sa femme, parce qu'il y a eu pas mal de couples que j'ai connus qui regardaient ensemble et qui trouvaient un certain plaisir. Là, je pense que c'est plus un peu comme le magnétophone qu'on avait. On avançait la scène, on la reculait, on avançait, parce que nous, on avait un découpage avec beaucoup de scènes, et celui qui était spécialisé dans la vision d'une scène particulière revenez sur le début de la scène pour finir sur l'autre. Bon, aujourd'hui, on tape gros seins, on tape sodomie, on tape Est-ce que cela a une incidence sur la sexualité de certaines personnes fragiles
on dirait, voilà, toutes ces vidéos peuvent rendre les gens cinglés. Partagez-vous ce constat? Je peux pas dire si ça rend les gens, si ça peut rendre les gens cinglés. Je dirais que d'un côté, il y a quand même le bienfaiteur de l'humanité, qui est le cinéma pornographique, parce que peut-être que ça a pu aider. Moi, souvent, je le dis, j'ai été un bienfaiteur de l'humanité, souffrante, mais ça permet peut-être à des gens de ne pas accéder à des actes délictueux qui pourraient les amener devant la justice. Bon, le mec se masturbe, bon, donc il passe à un état de nervosité ou d'inquiétude à une certaine sérénité, mais c'est surtout sur... je pense que la sexualité des enfants a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années. Je vois, parce que ma fille, qui est relativement jeune, avait beaucoup de petites copines qui étaient à se poser des questions sur certaines choses. Mais de par son expérience même, elle a toujours été très confiante dans les capacités de l'individu et de me demander des conseils sur ces petites relations qui pouvaient être avec ses copains, eh bien, je pense que les gens n'ont plus du tout cette atmosphère qu'on pouvait avoir, nous, avec une mise en scène, en fait, recevoir cette personne avec des délicatesses, des bougies, de la petite musique, un lit confortable, etc. Non, là, on arrive dans le brut du sujet, on baise dans la voiture. Moi, j'ai un copain autour de moi qui est le fils d'une de mes amies, qui nous raconte, qui est très libre, et comme il sait que, bon, avec moi, il peut parler, et même devant sa mère, ou des fois, elle dit, oh, tu exagères, il lui raconte ses aventures. Il va en boîte, il trouve une nana, et il dit, je la mets dans ma bagnole, je la baise. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avant? Mais rien. Je la prends, on boit un coup, et puis, tu baises pas? Ben non, je baise pas. C'est un peu comme ça que ça se passe. Moi, je trouve ça dommage. On a perdu toute la poétique du charme, de la séduction. Voilà. Ce qui est bien dans l'amour, et la rencontre, c'est la séduction. Il y en a plus pour moi. Sauf des vieux briscards comme moi. Finalement, faut-il retenir de notre conversation, Richard Allan, que vous dites aux parents, vous dites même aux jeunes adultes, la pornographie, c'est un monde faux, violent, que l'on vous montre. Revenez à la séduction et au romantisme. Oui, revenir au romantisme et à la séduction, c'est un retour en arrière qui est, à mon avis, un peu difficile. Mais je dirais que déjà tout démarre par l'éducation que donnent les parents. Dans le sens où, moi je me souviens, mes premières filles parlaient très ouvertement à la fois du passage de l'adolescence à la femme par les règles, et quand j'avais des copains qui me disaient, mais comment tu peux parler des règles à tes filles, etc. Mais j'ai dit, mais c'est la vie. C'est notre devoir de parents d'éduquer nos enfants sur la sexualité, sur les dangers de la sexualité telle qu'elle peut se présenter. Alors, les maladies, ça c'est venu après, mais c'est tout un apprentissage des parents. Et je crois que beaucoup de parents se rejettent la balle. Quelquefois, il y a une fille qui va poser la question à sa mère va lui dire, écoute, parle-en à ton père, ou inversement, un garçon qui va poser une question à sa mère et qui va dire, va voir ton père, ça c'est pas mon problème, etc., etc. Et quelquefois, le père aussi se démet de ses fonctions. Donc, si on commence déjà à éduquer son enfant sur les risques de la vie, on en arrive aussi au risque de la pornographie, de l'image brutale qui arrive comme ça en pleine gueule. C'est pas ça l'amour. C'est pas la vision de papa et maman brutalement pris au coin d'une rue ou sous une porte cochère.
Il y a l'éducation des parents qui est très très importante, à beaucoup de niveaux d'ailleurs. Et l'éducation nationale qui montre actuellement aux enfants des images sur la masturbation, sur se toucher le sexe à des jeunes enfants. Si vous étiez papa d'une petite fille ou d'un petit garçon de 10 ans et qui découvre ça en classe aujourd'hui, moi je ferais le bordel. Je ferais le bordel parce que comme tout père, j'ai été confronté dans l'image de la masturbation de ma fille qui avait 5 ans. Et je l'appelais pour venir dîner et elle vient pas. Donc j'arrive dans la salle de bain et je dis Karen, et on t'attend. Et elle était devant la glace à se toucher, mais ce qui est normal. Je veux dire, l'enfant se découvre à un moment donné, il se gratte, et puis une petite fille, elle découvre qu'elle a un clitoris. Elle sait pas encore ce que c'est, mais ça lui donne du plaisir. Et un enfant, un jour, il va se toucher le sexe, et puis il va découvrir que il devient raide. Et puis d'un coup, il va le secouer, et il y a une éjaculation qui se fait. C'est la nature qui veut. Bon. Mais vous avez beaucoup de pères qui sont dans mon cas, qui vont gifler leur enfant en disant « mais ça le fait pas, c'est mauvais, c'est sale, etc. » Ah non. Je pense que la majorité va faire semblant de fermer la porte et de ne pas avoir vu. Tout à fait. Oui, mais... Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis... Alors, tout dépend aussi. Il y a une éducation judéo-chrétienne, il y a l'éducation propre qu'on a eue, le milieu dans lequel on a vécu, etc. Il faut trouver les paroles aussi pour parler de ça. C'est très très facile. Enfin, pour moi, c'est très facile parce que c'est des choses de la vie. Les choses de la vie, moi, je parle de sexe comme je parle de théâtre ou de cinéma, et que c'est tout à fait naturel. Alors, vous avez beaucoup d'hypocrisie. La société a changé. Aujourd'hui, on est dans des espèces d'immobilisme. Alors à la fois, on va utiliser la pseudo-pornographie dans l'image pour la publicité, et d'un autre côté, on a une restriction totale qui vient d'Amérique. Et puis alors, je ne parle même pas du wokisme parce que là, on dépasse l'entendement. Mais on est retombé dans un puritanisme qui est malsain. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. L'homme existe. Il est ce qu'il est. Il a une image de tout ce qui a été la création de l'homme. Et si on parle de la création de l'homme, il a bien fallu un homme et une femme, et pas manger une pomme pour arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Comment expliquez-vous, on va peut-être finir là-dessus, cher Richard, toutes les études convergent en ce moment sur le fait que les jeunes ont de moins en moins de relations sexuelles. Donc plus la vidéo brutale, pornographique leur est accessible, ce qui n'était pas le cas des précédentes générations, plus la libido semble disparaître chez beaucoup de jeunes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous avez complètement. Ces études. Complètement. Qu'en pensez-vous et comment expliquez-vous ça? Alors, complètement, oui. Je trouve que le changement a été provoqué par la société, par les réseaux sociaux, par tous les faux renseignements ou les fausses accusations qu'on peut faire par rapport à la vie courante. C'est-à-dire que un jeune aujourd'hui, qui est complètement étranger à ça, parce qu'il a eu une éducation, se retrouve en face de copains dans une cour qui vont lui poser la question. Tu sais comment on baise aujourd'hui? Tu sais, tu t'es déjà fait faire une turlute, tu as fait une petite minette, etc. Le mec, il n'a jamais entendu parler de ça, il a eu une bonne éducation. C'est le con. C'est le con de l'histoire. Mais attends, tu connais rien, on va te montrer. Ce mec-là, brutalement, il va passer du paradis à l'enfer. Alors, il se retrouve à une image, on va lui montrer une nana qui se fait taper à coups de gifle avec un sexe dans la bouche. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça va complètement perturber la notion qu'il a eue de son éducation, de la présentation un jour pour une fiançaille ou un mariage.
d'un garçon et d'une fille. Et c'est là où tous les réseaux sociaux, je pense, sont accusateurs de trop de liberté. Et trop de liberté tue la liberté. Oui, trop de liberté dans ce domaine et paradoxalement beaucoup moins de liberté dans d'autres domaines. Hein. Ah, oui. Alors, tout à fait. Alors là, de ce côté-là, plus ça va et moins on est libre de parler. Et franchement, moi qui étais un virulent un peu sur les réseaux sociaux, notamment en parlant de sexe, parce que je dénonce beaucoup, je commence à hésiter sur des termes que j'emploie, parce que on peut plus non plus aujourd'hui, je dirais, oui, appeler un chat, parce que c'est pas toujours compréhensible de la part des surveillants de Facebook et compagnie, où cette liberté, on peut un peu la retrouver sur X aujourd'hui quand même, où là, il y a encore ce qu'on veut. Mais je dirais même pour le commun des mortels, sans parler de pornographie, il faut utiliser des termes assez bien compris pour ne pas avoir déjà des punitions sur Facebook pour vous être interdite pendant une semaine ou 30 jours ou je ne sais combien, ou être interdit carrément, et que la liberté de toute façon d'expression se perd de plus en plus dans la société, et on nous canalise un peu. Moi je dis c'est le phénomène de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on est en train de nous mettre dans un goulot, on nous presse, il y en a quelques-uns qui vont sortir, il y en a beaucoup qui vont mourir. La liberté, c'est de pouvoir parler, c'est de pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir avoir l'ouverture d'être compris ou de vouloir comprendre les autres. Mais si on parle de politique, on en a un bon, on en a un bon exemple. Vous votez dans un certain sens, on vous contrecarre parce qu'on n'accepte pas votre vote, on vous pourchasse dans ce qu'est la suite des événements qui peuvent se produire. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est que cette année se finisse, parce qu'on est dans un marasme total. On est en train d'essayer de faire des courbatures, ou des courbettes, et des courbatures par excellence, à toute cette marmaille, je dirais, qui essaye de se trouver un poste avec un pouvoir et un financement. Et tout ça, ça va à la dérive. Donc, vivement que l'année prochaine se passe. Cette marmaille ? Oh, cette marmaille, c'est tous les compromis qui peuvent se passer entre les uns et les autres. C'est tout le refus qu'on a. Et ce matin, j'ai entendu un truc très intéressant d'une femme que j'aime beaucoup, parce que elle est mère d'un village où il y a eu un crime horrible. Et pour courageuse, oui. Ouais, très courageuse cette femme. Et voilà, ça c'est des femmes qui doivent être au gouvernement. Ce sont des gens qui prennent des positions et qui disent ce qu'il y a à dire et qui rentrent dans l'art. Elle a cité un exemple. Elle a dit, aujourd'hui, Marine Le Pen est la femme la plus en vue de France. Alors, la journaliste lui a posé la question, mais comment vous pouvez vous dire ça ? Eh bien oui, Marine Le Pen est la femme la plus forte de France actuellement. Moi, j'ai trouvé ça super. Et vous dites ça avec le sourire. On va finir Ah oui, je voudrais finir là-dessus. Alors là, ce que vous venez de dire, c'est très important. C'est comme si l'histoire revenait telle une balle. Vous avez, dans les années 70, été sans doute combattu, la pornographie, critiquée par ce que l'on appelait à l'époque cette droite, voilà, plutôt moraliste, etc. Et c'est celle que vous soutenez aujourd'hui. C'est amusant, non ? Parce que vous citez par exemple Marine Le Pen, mais politiquement, Marine Le Pen vient d'un camp
me semble pas avoir entendu Jean-Marie Le Pen vouloir interdire la pornographie, mais enfin on voyait ça quand même d'un mauvais œil, hein. On défendait quand même la famille française. Même si j'ai dit, il m'a pas semblé voir l'interdiction de la pornographie, hein. Il n'y avait que Jean Royer, hein, qui était en tête de... Ah oui, Jean Royer a été un grand combattant de la pornographie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de là où vous venez, je vous aurais plutôt imaginé dans les gauchistes un peu à la Cohn-Bendit. Ah non, alors vous savez là, c'est drôle parce que effectivement on taxe beaucoup de comédiens de gauche. Bah moi j'ai toujours été de droite, j'ai toujours eu une grande gueule, donc déjà que de béton. Voilà, mais vous savez, il faut pas oublier que de béton, bon, on en rit, mais moi j'ai provoqué aussi, parce que c'est les journalistes. Souvent, ils ont repris ce terme de queue de béton pour attirer la clientèle. Mais moi, je me suis servi de ma notoriété, d'être très connu, pour tout ce que j'ai entrepris derrière. Que ce soit avec le groupe de presse italien, que ce soit dans ce que j'ai entrepris ensuite, puisque j'ai tenu quelques affaires, je me suis toujours attelé à rentrer dans l'art des gens qui pouvaient me poser des questions à ce niveau-là. Alors, je m'en suis toujours bien sorti. Il faut rappeler quand même que je suis un homme et que, en tant qu'homme, eh ben évidemment, mon service 3 pièces primerait sur celle de ces pauvres femmes qui sont dans ce milieu bien ancrées dans une attitude qui est plus ou moins dévastatrice pour elles, à tel point que, hormis certaines que je nommerai comme Brigitte Lahaie, qui a eu une carrière exceptionnelle, toutes les autres sont plutôt dans le noir pour se cacher et avoir perdu, rester dans l'ombre, quoi. Donc, non, pour répondre à votre question, moi je dirais je suis de droite et je resterai à droite. Voilà. Et compte tenu, justement, de cette société qui me hérisse, j'ai qu'un souhait, c'est que ça change d'ici 2 ans. Voilà. Je ne nommerai pas qui, mais je pense fortement. Par la Dieu, vous aviez dit, non, on l'a deviné, oui. Compte tenu de ce que vous avez dit. Non, mais ça me conforte, voilà. Et comme je dis, j'appelle un chat, voilà. Merci Richard. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Pour ce délicieux moment de pouvoir s'exprimer sur ce caractère très, très émouvant de la vie. De la vie, tout à fait. Merci. Richard Allan était mon invité.